Salut tout le monde, alors désolé de ne pas avoir sorti de vidéo depuis un long moment déjà. C'est juste qu'on a eu pas mal de changements dans nos vies, on a changé de maison, qui dit nouvelle maison dit nouvelle pièce d'élevage, et on va pouvoir mettre des projets en place qu'on attendait depuis un long moment. Mais on vous les fera découvrir dans une vidéo qui sera entièrement dédiée. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. L'espèce que je vous présente aujourd'hui, c'est le Rhabdophis rhodomelas, le keelback à col bleu. Alors, c'est un serpent sur lequel je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur le web, parce que c'est un serpent qui, je sais pas, soit il se planque très bien, soit on ne le cherche pas assez. Donc je vous présente le Rhabdophis rhodomelas, décrit en 1827, et on l'appelle chez nous le keelback à col bleu. Alors la traduction de ce mot keelback, en français ça se traduirait par quille, donc la quille à col bleu, c'est tout ce que j'ai trouvé, c'est bizarre comme nom pour un serpent, mais c'est comme ça. Toutes les sources des photos, vous les trouverez sur les diapos ou alors dans la description de la vidéo. Pour réaliser ces diaporamas, j'ai utilisé principalement 3 sources. Donc je suis passé par Wikipédia dans un premier temps pour trouver les espèces et pour avoir des infos générales. Donc Wikipédia, ça je pense que la majeure partie des gens connaissent, l'encyclopédie internet, littéralement. Ensuite je suis passé par le bouquin de Mark Oshie, The Book of Snakes, qui va recenser 600 espèces de serpents et qui va nous faire un résumé global de ces espèces. Donc hyper intéressant aussi. Et la dernière, c'est The Reptile Database, donc la base de données des reptiles, qui m'a donné des informations sur la taxonomie des serpents. La taxonomie, je vais y revenir dessus juste après. Et qui m'a permis d'avoir accès à une bibliographie assez élargie sur ces espèces. Alors, le document que vous retrouvez en face de vous, c'est l'arbre phylogénétique interne des serpents. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est assez complexe à expliquer, donc je vous le présenterai plus en détail dans une autre vidéo. Mais cet arbre phylogénétique me permet de savoir que le Rhabdophis rhodomelas fait partie de la famille des Natricinae. Alors erreur de ma part, c'est les Natricidae. Alors je dis famille parce qu'aujourd'hui ça a été élevé à ce rang-là. Avant, les Natricinae étaient une sous-famille qui faisait partie de la famille des Colubridés. Mais tout ça, ça a changé. Donc maintenant, on parle de Natricinae en tant que famille. Voilà, on va attaquer le vif du sujet, à savoir l'aire de répartition. Alors, comme vous pouvez le voir, on retrouve le Rhabdophis dans le sud de la Thaïlande. On le retrouve pas loin de Singapour en Malaisie. On le retrouve aussi à Sarawak et Sabah, donc qui sont deux contrées de la Malaisie. On le retrouve à Java, Sumatra et la petite île que vous voyez entourée qui est juste à côté de Sumatra. Et on parle de ce serpent aussi au niveau de Bornéo. Alors, on en parle, mais il n'y a jamais eu d'observation scientifique de fait. Donc, on ne sait pas si réellement les serpents vivent là-bas ou si c'est juste des observations et les gens ont confondu cette espèce avec une autre. On verra ce que le futur nous en dira. Pour vous donner une meilleure idée de ce que représentent ces contrées, j'ai fait une capture d'écran Google Maps. Et comme vous pouvez le voir, c'est plein de vert, donc il y a plein de forêts. C'est un endroit qui doit être magnifique à voir, mais ça nous montre que ce serpent a une aire de répartition qui est essentiellement constituée de forêts tropicales. Et j'en ai eu la preuve par un article justement que j'ai trouvé sur Reptile Database, où il est dit que les observations in situ, donc en nature, mentionnent que ce serpent se rencontre près des cours d'eau et est essentiellement terrestre. Voilà, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a rencontré cet animal, on l'a trouvé à proximité d'un point d'eau et au sol. On ne l'a pas trouvé dans les arbres ni dans l'eau, c'était à proximité. Après, ça ne veut pas dire que cet animal n'est pas capable d'être semi-arboricole ou semi-fouisseur, c'est juste qu'on n'en sait pas plus pour le moment. Et pour vous donner une idée un peu plus précise de son biotope, j'ai sélectionné cette photo qui est une photo de Bornéo. Donc on ne sait pas si ce serpent vit là-bas, mais j'ai trouvé l'image assez représentative. Où on voit une belle forêt tropicale bien dense, avec un cours d'eau qui la traverse, des points pour se reposer. Enfin bref, l'endroit idéal pour retrouver ce serpent d'après ce qu'on a pu en décrire. Donc, comme je vous disais, le Rhabdophis rhodomelas, on n'a pas beaucoup d'infos parce que malgré une grande aire de répartition, il y a très peu d'observations en nature. Alors, sur cette diapo-là, déjà, je tiens à m'excuser parce que je ne suis pas très fort en Photoshop et on peut voir que le détourage est dégueulasse, mais promis, je vais faire des efforts. Donc, de ce que j'ai pu trouver dans toutes mes recherches, c'est qu'on dit que cet animal fait une taille de 75 cm.
Alors, quand on parle de cette taille, c'est sur les individus qu'on a pu observer. On ne peut pas affirmer que ces animaux font maximum 75 cm pour tous les individus, parce que s'il faut, ce sont de très grands spécimens, ou alors ce sont des spécimens encore en croissance. On n'en sait absolument rien. Mais on retient cette taille de 75 cm pour cet animal. Donc ça reste un petit serpent. Et maintenant, je vous le présente plus en détail. Donc voilà une diapo qui vous présente un petit peu cette particularité de pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Quillback atoll bleu. Parce que comme vous pouvez voir, vous avez une série de rangées d'écailles qui est complètement bleu clair, couleur qu'on retrouve très rarement chez un animal, alors que le reste de l'animal est sur un fond orangé marron, avec une ligne dorsale complètement noire, et une couleur, on va dire, qui donne du peps, qui fait dire que l'animal, tu peux pas le rater. Généralement, ces couleurs-là sont utilisées en nature pour avertir les potentiels prédateurs que je représente un danger. Je suis très coloré, je représente un danger. Mais ce qui est encore plus particulier chez cette espèce, c'est qu'elle est capable de déployer ses écailles, enfin ses côtes, à la manière d'un cobra pour faire paraître plus grosse qu'elle ne l'est. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est une technique de défense. C'est juste pour te dire, attends, tu veux me gober, regarde bien la taille que je fais et ensuite réfléchis. Tu verras que ma couleur plus ma grosseur, ça passe pas, c'est pas possible. Et effectivement, on retrouve ça chez beaucoup d'autres espèces. Je vais vous donner quelques exemples. Le serpent corail que j'aborderai dans une autre vidéo présente des couleurs qui sont tout simplement magnifiques. C'est un serpent arc-en-ciel, on ne peut pas dire autrement. Rouge, jaune, noir, mais ça lui sert à prévenir ses potentiels prédateurs. Alors, comme on peut le voir sur la diapo suivante, ce serpent a des grands yeux, ce qui laisse à supposer qu'il a une très bonne vue et il a des pupilles rondes, à la manière de beaucoup de colubridés. Mais c'est pas parce qu'il a des pupilles rondes qu'il n'est pas dangereux, et ça vous allez le voir par la suite. Voilà, une autre diapo où on peut voir les magnifiques couleurs de ce serpent. Donc pas grand chose d'autre à dire que ce que je vous ai dit auparavant, hormis le fait que étonnamment, il n'y a pas de changement ontogénique entre les spécimens juvéniles et les spécimens adultes. Les juvéniles naissent avec les mêmes couleurs. Changement ontogénique égale changement de couleur lors de la croissance. Voilà. Là, on en vient à la diète. Donc, pour ceux qui font de la salle, c'est pas diète légumes, protéines, non. Le rhabdophis, lui, c'est un serpent qui est essentiellement piscivore, donc qui mange des poissons, et batracophage, qui va manger des batraciens. Et là, sur cette photo, on peut en avoir un exemple flagrant. Donc là, étant donné la taille, je pense que c'est un juvénile, mais il est en train d'ingérer une grenouille qu'il a avalée. Alors j'ai eu beau chercher, j'ai jamais trouvé l'espèce de la grenouille. En même temps, là-bas, il y en a tellement que tout recenser serait compliqué. Mais ça montre bien son régime carnivore. Pour suivre, parce que j'ai pas trouvé d'autres photos où on le voit manger, le côté piscivore, c'est plus quelque chose qui a été décrit. Donc pour suivre, on va partir sur la reproduction. Donc de ce que j'en ai trouvé, via le livre Book of Snakes et certains articles sur des forums, le rhabdophis est un serpent ovipare. Donc la femelle pond des œufs. Le temps d'incubation, j'ai absolument eu aucune info, mais je pense que ça va se compter en mois étant donné les régions. Et le nombre d'œufs, visiblement jusqu'à 25. Alors, je ne sais pas si c'est un chiffre avéré ou si c'est une estimation, mais 25 œufs pour une espèce qui fait 75 cm, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc si c'est vrai, c'est une espèce qui a un fort potentiel reproductif, puisqu'il est aussi dit que c'est une espèce qui a un rythme de reproduction qui est annuel. Donc 25 œufs par an. Donc le rhabdophis est un serpent piscivore et batracophage, c'est-à-dire qu'il mange des amphibiens. Alors là où ça devient très intéressant, c'est maintenant, parce qu'il y a eu un rapport de morsure fait en 2004 par Monsieur R. Soubaraj. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est un nom, je crois que c'est un nom indien, ouais, il me semble. C'est un rapport qui fait état d'une morsure lors d'une visite herpétologique à Singapour, et vous allez voir que les effets sont assez impressionnants. J'en viens maintenant au sujet intéressant dans la vidéo, enfin intéressant pour moi, parce que je suis resté assez surpris de ce que j'ai découvert. Avant, on considérait Rhabdophis rhodomelas comme une espèce qui n'était pas venimeuse. Mais après plusieurs témoignages de morsures par cette espèce et plusieurs cas d'envenimation, donc là vous voyez pas mais je le mets entre guillemets,
par cette espèce, on a un peu plus étudié sa morphologie et on a constaté que cette espèce possédait des crochets à venin au fond de la gueule. Donc on l'a classé dans la catégorie des serpents opistoglyphes. Un opistoglyphe, comme je viens de vous le dire, c'est un serpent qui a des crochets à venin au fond de la gueule qui sont reliés à une poche à venin. Vous avez des espèces opistodontes, comme l'Heterodon nasicus ou l'Eioheterodon madagascariensis, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos quand ça les concernera. Donc cette espèce est bien une espèce opistoglyphe venimeuse. Et c'est là que je vous parlais au début de la vidéo d'un article intéressant. Et maintenant on va étudier un petit peu plus cet article. Donc il a été écrit par monsieur R. Soubaraj. Donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Désolé si ça ne se prononce pas comme ça, c'est pas correct ce que je dis, mais c'est ce qui est écrit. C'est un état de morsure qui a été constaté le 18 octobre 2004 dans la Bukit Timah Nature Reserve. Donc c'est une réserve naturelle qui est à proximité de Singapour. Le monsieur se décrit comme une personne en bonne santé, malgré qu'il ait quelques petits soucis de santé comme de l'asthme ou une sinusite au moment où il a été mordu. Il donne sa taille à 1,79 m pour 115-120 kg. Il reste approximatif sur son poids, donc il ne voulait pas, je pense, donner son poids précis, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc ce monsieur a été mordu à 19h50 au niveau de l'index. Il a un crochet qui était enfoncé profondément dans la peau et quelques secondes après la morsure, il a été pris de vertige et de maux de tête. Et retenez bien le 19h50. À 19h51, sensation d'obscurcissement de la vision. Donc c'est-à-dire que pour les personnes qui ne l'ont jamais vécu, vous voyez très bien et puis vous avez une espèce de voile noir qui se met devant les yeux, comme si vous alliez vous endormir. Mais c'est pas tout. Faiblesse corporelle généralisée. Le monsieur commençait à avoir du mal à tenir debout. Maux de tête qui s'intensifie et il finit par tomber à terre en 1 minute. 1 minute. C'est énorme. Pour une personne de cette taille-là, c'est énorme. Sa femme, qui était infirmière, lui vient en aide. Et heureusement, elle était infirmière professionnelle, elle lui vient en aide. Et elle relève son pouls qui, sur le moment, est de 115 battements par minute. À 19h52, il commence à avoir des sueurs froides. Respiration difficile. Il commence à avoir des douleurs pulmonaires. Une respiration qui devient même haletante. Manque d'oxygène en recherche d'oxygène. Il commence aussi à avoir des somnolences. Il commence à s'endormir. Et sa femme le tient réveillé pour éviter qu'il sombre dans un sommeil qui pourrait entraîner un coma derrière. 19h55. Donc soit 5 minutes après la morsure. Un début de retour à la normale. Donc ça veut dire qu'en 5 minutes, ce monsieur est passé d'un état tout à fait normal, après une morsure, à un état de choc suite au venin qui est entré dans son corps. C'est-à-dire que c'est un venin qui a une action très rapide. Les gens qui étaient avec eux voulaient appeler une ambulance, mais monsieur Soubaraj a refusé parce qu'il sentait qu'il revenait, que tout revenait à la normale doucement. Donc il leur a dit non, n'appelez pas d'ambulance. 20h15. Malgré le refus qu'il a énoncé d'appeler une ambulance, ses collègues ont quand même appelé une ambulance et c'est la sécurité civile de Singapour qui est venue pour l'aider. Donc ce qui l'a étonné, c'est qu'ils lui ont pas fait de relevé de tension, rien. Ils ont juste fait un relevé du pouls et le pouls était redescendu à 100 battements par minute. Donc lui, se sentant aller mieux, il leur a dit écoutez, je me lève, si j'arrive à marcher droit, je ne viens pas à l'hôpital avec vous. Ce qu'il a fait, malgré qu'il ressentait encore une grande faiblesse généralisée et des douleurs pulmonaires. À 20h20, les ambulanciers repartent et il va finir de passer sa nuit dans son hôtel. Voilà. Il se dit, c'est bon, ça va mieux, je vais dormir. Le lendemain, donc le 19 octobre 2004, il n'a plus de maux de tête après sa nuit de sommeil et il a encore de légères difficultés à respirer. Mais ça va beaucoup mieux. Par contre, il constate une chose qui est étonnante, c'est qu'il a des difficultés à finir ses phrases. Souvent, il commence, et il le dit lui-même, à faire une phrase, et soit il oublie ce qu'il veut dire, soit il n'arrive pas à mettre les mots en ordre pour pouvoir les dire. Et ça peut être signe d'un venin neurotoxique. Et ces effets vont perdurer pendant quelques jours, jusqu'à ce que tout redevienne absolument normal.
Alors, comme je vous disais, c'est un homme qui se considère en bonne santé, mais qui a quelques soucis physiques. C'est-à-dire que, il le dit lui-même, il a un asthme qui est léger, il avait une sinusite sur le moment, et ce qui a pu jouer un rôle dans l'envenimation, c'est qu'avant de faire cette sortie herpétologique, il a fait un concours d'observation d'oiseaux, parce qu'il aime aussi observer les oiseaux, mais qui a duré 24 heures, donc il n'a quasiment pas dormi. Et il pense de lui-même qu'en fait, ses faiblesses immunitaires étaient affaiblies. Enfin, ses défenses immunitaires, pardon, étaient affaiblies au moment de la morsure. Ce qui a pu jouer un grand rôle dans l'envenimation. Par contre, comme il dit, il a été mordu par plusieurs espèces venimeuses opistoglyphes du pays, donc de la Yaetula, d'Androphila, enfin bref, des espèces qui sont venimeuses, qui sont avérées venimeuses. Et ce qui l'a surpris, c'est que Rhabdophis rhodomelas, qui est une espèce qui n'est pas considérée comme venimeuse, ait pu provoquer une envenimation aussi rapide et aussi intense dans les symptômes. Donc, pour finaliser l'article, il précise bien que lui a ces petits problèmes-là, mais qu'avec sa corpulence, tout s'est bien passé. Par contre, que sur une personne qui aurait eu des problèmes de santé avant et qui serait d'une corpulence moindre, il pense sérieusement que les dégâts auraient pu être beaucoup plus importants et auraient pu perdurer beaucoup plus longtemps. Voilà. Et la dernière diapositive, donc c'est la page de l'IUCN. L'IUCN qui relate, enfin qui recense toutes les espèces animales et végétales du monde dans un classement donc de pas en danger jusqu'à extinction. Et ben, on voit bien que sur leur échelle, le Rhabdophis rhodomelas est sur liste concern, donc concerné par la liste, mais que le relevé du nombre d'individus reste inconnu. Donc une espèce, comme je vous disais tout au long de la vidéo, qu'on ne connaît pas assez et qui n'est pour moi pas assez étudiée. C'est bien dommage parce que ben, cette espèce a peut-être déjà provoqué des morts, des décès, mais on ne le sait absolument pas. C'est le seul cas d'envenimation avéré sur lequel j'ai trouvé des preuves de symptômes. Et j'ai oublié, en plus d'être venimeux, ben, le Rhabdophis rhodomelas c'est vénéneux. Et oui, là où je vous avais montré tout à l'heure la couleur bleue de son cou, ben, en fait c'est des glandes dans la nuque qui sécrètent une toxine. Alors en fait, si j'ai bien compris, il extrait la toxine des proies qu'il mange et ça vient se mettre dans sa nuque. Donc il ne faut pas le toucher. Voilà, donc je vous rassure, ce monsieur dit lui-même qu'il va très bien, que les effets se sont estompés quelques heures après la morsure. Mais bon, comme le dit l'adage, mets pas ton doigt où tu sais pas parce que ben, tu risques d'avoir des problèmes. Hein. Dans la nature, si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne touchez pas tout simplement. Ça vous permettra de rester en vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur cette espèce qui pour moi n'est pas assez étudiée et qu'on va se retrouver très vite pour la prochaine vidéo parce que je vous réserve une petite espèce, à mon avis vous allez kiffer. Bonne journée, portez-vous bien, à la prochaine.